Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e top des gauchistes de la semaine. Ça commence à faire un petit bout, mine de rien, mais c'est pas fini. Alors cette semaine, j'aurais pu vous parler de Pierre-Alain Coutinho à nouveau, mais on est dans une revue du meilleur des gauchistes où on essaye quand même de garder un ton léger, c'est un peu l'esprit de la chaîne malgré tout. Et en plus j'en ai parlé en longueur de cet ignoble personnage, j'ai pas d'autres mots, dans cette vidéo, ce militant France Insoumise qui était à la tête d'un réseau pédocriminel de la pire espèce. Donc je vous invite à regarder cette vidéo directement, je vous mettrai le lien en description. Ça sera plus simple et ça va nous permettre d'aborder cette vidéo l'esprit beaucoup plus léger. Et puis j'ai également mis de côté pour ce classement Jean-Michel Apathy. Alors il aurait pu être premier cette semaine. Franchement, c'était pour lui normalement ce titre. Mais comme j'ai réalisé une vidéo dédiée à son cas déjà et à cette déclaration folle sur la colonisation de l'Algérie, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo. Et puis comme ça permet de laisser la place à d'autres personnes, d'autant qu'en plus cette semaine, eh bien, on n'a pas les gros poids lourds habituels, Thomas Guénolé et Mathieu Slama. On est sur des nouveaux arrivants, des têtes qu'on voit très peu, voire jamais. Donc voilà. Écoutez les amis, on est parti. En 5e position, on découvre Sybille Veil. Alors vous ne la connaissez peut-être pas tant que ça, mais elle a un pouvoir immense sur le pays, parce qu'elle est tout simplement la patronne de Radio France, France Inter, France Info, France Culture, France Musique, etc. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de nuisance démesuré et qui, en plus, est à la tête du service public, nos impôts. Donc théoriquement, il y a un devoir de neutralité, d'impartialité, ou en tout cas de donner la parole de manière équivalente à toutes les composantes de la vie politique française. Bon, mais vous imaginez bien que sur France Inter, c'est absolument pas le cas, et sur les autres radios également. Et Sybille Veil, cette semaine, elle nous a sorti une pépite. Voilà sa tribune dans Le Figaro et son tweet. Ce qui menace la liberté d'expression aujourd'hui, ce ne sont pas les règles démocratiques. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire par là. En gros, ce qu'elle appelle les règles démocratiques, on imagine que c'est le système actuellement en place en France, qu'elle appelle donc démocratie. Donc ce qui menace la liberté d'expression aujourd'hui, ce ne sont pas les règles démocratiques, mais les tentatives de manipulation à grande échelle de ceux qui maîtrisent le mieux les outils technologiques. Donc ça, c'est un jargon bien de gauche, bien intello pour faire passer la pilule, puisque le titre de sa tribune est quand même limpide, et c'est ça qui lui vaut cette 5e place. La liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. Donc la liberté d'expression est une mauvaise chose pour la patronne de toutes les radios publiques françaises. Elle prend le prétexte que Donald Trump et Elon Musk sont des vilains méchants. Bon, j'en ai déjà parlé en longueur dans mes émissions Nouvelle Vague, donc je reviens pas là-dessus. Pour appeler, en fait, à limiter la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression serait une mauvaise chose. Voilà. Le discours de Sybille Veil. Alors, Mathieu Bock-Côté a réagi sur Twitter. Le vrai titre de ce texte, éloge de la censure au nom de la liberté d'expression. Ouais, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. On a Jean-Dominique Merchet qui a tweeté « Dans la bouche de la présidente de Radio France, on en reste sans voix. La liberté d'expression, pour elle donc, c'est pas bien. » Bah oui, c'est ça le message en fait. La liberté d'expression doit être limitée, c'est une menace. Alors quand on lit ce discours, il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est que Sybille Veil, qui est donc patronne d'un service public, dans un pays normal, devrait être mise à la porte. Voilà. Parce que en plus du manque total de pluralisme politique dans ses antennes, ce qui déjà est largement suffisant pour la virer, c'est quelqu'un qui appelle ou justifie en tout cas la censure. Donc c'est inacceptable. En 4e place, on retrouve Thierry Breton, l'ennemi juré de Musk, ancien ministre, ancien commissaire européen, un type qui est insignifiant, mais qui, par ses déclarations complètement dingues depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, il apparaît quand même de plus en plus dans mon radar. C'est vraiment un gauchiste qui est prometteur, Thierry Breton. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas là, même s'il est vieux. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas là. Et donc, cette semaine, il nous parlait encore et toujours de Trump et Musk avec cette déclaration savoureuse. On l'écoute. Ces deux hommes vous inquiètent, Trump et Musk? Alors, d'abord, je sais qu'on les compare, mais ils sont absolument pas comparables, pardon de le dire aussi. Il y en a un qui a juste été élu président des États-Unis d'Amérique, c'est le président. Il y en a un autre, on ne sait pas, alors on sait qui il est,
mais on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas quelle est sa légitimité. Vous savez, les chefs d'État, bon, ils sont élus. Oui. Les ministres, en tout cas aux États-Unis, ils vont passer devant le Congrès pour être validés ou pas. Oui. Les commissaires européens, on dit souvent « Ah, vous n'êtes pas élu. » Mais comment ça? On me dit « Vous n'êtes pas élu quand on était commissaire européen. » Ah bon, on n'est pas élu? Eh bien, allez donc devant le Parlement européen, savoir si on vote pour vous ou pas voter pour vous. D'ailleurs, je suis devenu moi-même commissaire européen parce que ma prédécesseur n'avait pas obtenu le soutien du Parlement. Mais lui, rien. Alors il sort d'où, lui? Alors c'est quoi sa légitimité? Donc là, c'est assez extraordinaire. Thierry Breton, il se demande d'où sort la légitimité populaire électorale d'Elon Musk. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il dit une énorme bêtise, puisqu'il part dans une justification de sa propre légitimité à lui. Il dit, voilà, ceux qui disent les commissaires européens, ils n'ont pas été élus, ils se trompent, etc. Parce qu'il sent bien qu'il est sur un terrain très glissant. Et c'est beau parce que c'est là où on reconnaît quand même le gauchiste professionnel. Il sait pertinemment qu'il raconte une connerie, mais il y va quand même parce qu'il faut attaquer les vilains méchants d'ultra giga droite comme Elon Musk. Donc c'est colossal. Évidemment que Thierry Breton n'a aucune légitimité populaire ou électorale. C'est pas parce qu'il a été confirmé par des députés européens après avoir été nommé par la France en l'occurrence qu'il a une légitimité électorale ou populaire. Ça n'a strictement rien à voir. Quand il était ministre français, soit dit en passant ministre de l'économie, quand on voit les dégâts qu'il a causés, il ferait mieux de la fermer. Hein, la légitimité, zéro. Mais enfin bon. Quand il était ministre français, il a été nommé par Raffarin. Bon. Donc lui-même n'a aucune légitimité réelle. Et qu'il critique celle d'Elon Musk, qui a pourtant fait une campagne tellement tonitruante aux côtés de Trump, qu'il était un visage du ticket Trump au même titre que Vance, en réalité. Donc évidemment qu'il a quand même une légitimité populaire en plus. Mais voilà, c'est savoureux, ces gauchistes qui donnent des leçons en étant eux-mêmes incapables d'être au niveau qu'ils exigent des autres. C'est exceptionnel, bravo à lui, et on le retrouvera prochainement, c'est certain. Juste avant de passer au podium, les amis, un petit mot pour les partenaires Sunrise. Vous avez comme d'habitude, vous connaissez la nouvelle librairie, également Idéochoc, cette plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense des ouvrages essentiels pour se forger une culture historique, intellectuelle, politique de grande qualité. Vous avez des sorties toutes les semaines, je vous invite à regarder ça. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous appréciez mon contenu, si vous voulez joindre vos forces aux miennes pour lutter contre les gauchistes, vous pouvez me soutenir en rejoignant la communauté Sunrise. Le lien vers ma page Tipeee est en description de cette vidéo et vous aurez accès à du contenu exclusif, des vidéos dédiées, mais aussi l'accès à un groupe Telegram privé. Donc voilà, merci d'avance les amis pour votre soutien et on continue tout de suite avec le classement. En troisième position, on retrouve notre ancienne première ministre, Elisabeth Borne, qui nous a fait une déclaration qui paraît peut-être comme ça un peu anodine, j'en conviens, mais qui en réalité derrière donne un peu une idée de ce qu'est le néant abyssal de nos amis gauchistes, leur incapacité totale à comprendre qu'ils sont en train de nous préparer l'enfer, plutôt que de prendre une mesure quand même beaucoup plus simple. Donc on l'écoute, elle était au micro d'Apolline de Malherbe, c'est parti. Je souhaite qu'on puisse, avec le préfet, le procureur, le représentant de l'éducation nationale, pouvoir organiser régulièrement des fouilles de sacs à l'entrée des établissements. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'à partir du printemps... Des fouilles de sacs? Des fouilles de sacs. Dès le printemps? Oui, avec les forces de l'ordre, puisque ça ne rentre pas dans les prérogatives des personnels de l'éducation, qu'on puisse fouiller des sacs régulièrement. Donc voilà pour cette déclaration d'Elisabeth Borne qui, face à la tiers-mondisation, face à l'ensauvagement de notre pays, provoqué par l'immigration extra-européenne et par l'idéologie de gauche, plutôt que de s'attaquer aux causes et de dire bon, on va faire un peu le ménage dans ce pays et on va prendre des décisions fortes qui vont permettre d'éviter le recours à des mesures ultra, là pour le coup, liberticides et enfin démesurées. On est dans un état policier dystopique en fait. C'est dans ça qu'on s'enfonce à cause de l'immigration extra-européenne et du gauchisme. On s'enfonce dans les pires dystopies imaginables. Le contrôle des sacs des élèves par des policiers à l'entrée des établissements. Alors outre quand même la difficulté matérielle de tout ça, faut pas déconner, en plus les policiers ont peut-être autre chose à faire, tout ça pour ne pas prendre la mesure qui s'impose et qui est évidente pour ceux qui ont un dessous de jugeote. Premièrement,
la fin du laxisme judiciaire, parce que les délinquants et les criminels en France, y compris les plus jeunes, y compris les lycéens, et même les collégiens maintenant, voire même avant encore, n'ont plus peur de la sanction, et donc ils sont beaucoup plus prompts à commettre des crimes ou des délits. Donc fin du laxisme judiciaire, mais aussi expulsion de tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire et qui pourrissent la vie des Français. C'est ça qu'il faut faire, plutôt que d'aller fouiller les sacs des élèves. Donc c'est incroyable d'avoir cette déclaration, et ça nous montre bien les gauchistes. Voilà. D'un côté, ils créent les conditions du chaos absolu qu'on est en train de vivre, et de l'autre, ils nous vendent des mesures complètement dingues et qui rajoutent encore plus de bordel en fait à tout ça, plutôt que de prendre des mesures simples qui mettraient en cause leur idéologie. C'est ça au fond. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort, et plutôt que d'accepter que leur idéologie est pourrie et qu'effectivement il va falloir prendre des mesures de droite, eh bien ils préfèrent nous pondre des trucs de ce genre. Enfin, franchement, c'est hallucinant. Voilà, pour Elisabeth Borne. En deuxième position, on quitte les frontières françaises, mais on va chez nos amis belges, donc c'est pas si loin que ça. On va chez des étudiantes de l'école de journalisme de Bruxelles. Ça ressemble beaucoup à nos étudiants en journalisme en France également. Écoutez ces filles, ces étudiantes, qui nous présentent leur projet. C'est parti. Te verrais-tu parler autour d'une table avec ton agresseur de ce qui s'est passé? Eh bien, sache que ça existe déjà. Ça s'appelle la justice restaurative. La justice restaurative, c'est une autre manière de faire justice. C'est une sorte de médiation où auteurs et victimes peuvent se rencontrer et discuter. Le but est de favoriser la réparation en créant des espaces de dialogue entre les deux parties. L'idée est qu'en mettant l'humain au centre et en écartant la punition et l'exclusion, on évite de coller des étiquettes aux auteurs et aux victimes. Et nous, on en fait notre mémoire. Notre objectif, réaliser un documentaire de 26 minutes pour vous faire connaître les bénéfices et les limites de la justice restaurative. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a autant fait sourire que moi. Alors, elles sont jeunes, ces petites gauchistes, voilà. Et elles ont été baignées depuis leur plus jeune âge dans l'idéologie de gauche de manière forte ou légère, donc on peut presque les excuser, mais bon là, c'est quand même tellement comique. En gros, elles veulent mettre un gros coup de projecteur, et évidemment beaucoup plus positif que négatif, on l'aura compris, sur le principe de justice restaurative. Donc il faut écarter la punition, il faut être dans le dialogue. Voilà. Alors, c'est hyper drôle, mais j'ai choisi de les mettre aussi haut dans le classement, parce que pour moi, c'est fondamental pour comprendre la psychologie gauchiste. Les gauchistes ont du mal à concevoir, enfin c'est une impossibilité même pour eux, ils ont une impossibilité à concevoir que les gens autour d'eux, et notamment les criminels, les délinquants, mais aussi ceux issus de l'immigration et d'autres espaces civilisationnels, eh bien ils ont du mal à concevoir qu'ils puissent être différents d'eux-mêmes. Ils projettent sur l'entièreté de la population belge, mais aussi de l'humanité, quelle que soit sa classe sociale, quelles que soient ses capacités cognitives, quelle que soit son histoire de vie, quel que soit son rapport aux autres, quelle que soit son empathie, etc. Ils projettent sur les autres leur manière de voir le monde, leur empathie à elles, qui évidemment n'est pas celle de la majorité des gens. Les gauchistes, et notamment celles qu'on voit dans cette vidéo, ne comprennent pas qu'il y a des différences parfois extrêmement importantes entre les individus, et je parle même pas des différences entre populations, alors ça c'est pour une autre étape, qui font que cette justice restaurative n'a aucun sens. Parce que cette justice restaurative, elle ne pourrait éventuellement, et encore c'est dans un monde complètement idéal et utopique, hein, mais elle ne pourrait s'appliquer qu'à des gens qui seraient exactement comme ces jeunes femmes, qui seraient CSP++, avec un capital cognitif quand même assez important, grosse capacité d'empathie, et grosse aversion finalement à la criminalité et à la délinquance, donc du coup, elles ne seraient pas criminelles et délinquantes, ces personnes-là. Mais bon, bref, vous voyez qu'on est face à un énorme défaut de la gauche, et qu'il faut toujours avoir en tête, quand on parle avec un gauchiste, ça peut nous arriver malheureusement, eh bien c'est que ces gens-là considèrent que le monde entier leur ressemble. Et c'est ce qui donne l'universalisme, c'est ce qui donne l'immigrationnisme. Parce que finalement, si on est tous les mêmes, qu'on a tous le même potentiel, etc., s'il n'y a pas de différence biologique entre les individus, les sexes, les populations, bah finalement on peut faire venir la terre entière, et puis elle deviendra belge, française, sans aucun souci. Et les criminels et les délinquants, ils vont pouvoir abjurer leur comportement déviant et se rendre à l'évidence, après un bon petit café avec eux, qu'ils ont fait une grosse bêtise et qu'ils recommenceront plus. Voilà la logique complètement dingue de la gauche, c'est de l'obscurantisme, c'est de la religion, enfin de la secte pour être plus précis. On est face à un comportement fanatique et il faut toujours l'avoir en tête pour bien les comprendre.
Et au sommet du classement cette semaine, on a une star internationale. Franchement, je ne pensais pas le voir un jour dans mon classement, mais il est arrivé, donc je le mets. Daniel Craig, l'acteur qui a notamment incarné James Bond pendant de nombreux films, qui est une icône, quand même, reliée à James Bond de manière évidente, qui est en promotion pour un film sur la communauté queer, gay, etc. Bon bref, et qui, sur les ondes de France Inter, le service public de Sibylle Veil, il nous a sorti un discours incroyable, voilà, qui lui vaut cette première place. Il était évidemment inquiet de la montée des extrêmes, nanana, et il a déclaré « Il y a un retour violent de la masculinité, d'une super masculinité. C'est presque comique et en même temps assez triste. » Alors ça, ce sont des propos qui sont quand même extraordinaires. Il est en train de critiquer la masculinité et le retour de la virilité à l'ancienne, bon, alors même qu'il était dans les films James Bond, pour lesquels il a pris un billet, hein, et il était bien content d'en faire la promo également, alors même qu'il était l'incarnation de la virilité au cinéma. Enfin, je veux dire, les films avec Daniel Craig, en plus c'était un James Bond violent, enfin... Comment il peut sortir ça? Ça n'a aucun sens. Alors on sait que bon, c'est le discours convenu des artistes, mais il y a un moment où on n'est pas obligé de raconter n'importe quoi, surtout quand on a des images de soi qui sont celles de la virilité, mais aussi de l'excellence, de la beauté, de la culture européenne portée à son paroxysme. Je veux dire, James Bond, c'est quand même... Alors c'est peut-être évidemment un peu caricatural à plein d'égards, mais malgré tout, il y a tout un univers esthétique autour de ces films qui font de James Bond, et en l'occurrence de Daniel Craig, bon, une référence virile et européenne assez magistrale. Donc c'est extraordinaire de voir l'incohérence de Daniel Craig entre un James Bond ultra viril et finalement l'acteur complètement soumis au gauchisme et qui raconte n'importe quoi. C'est assez triste et c'est comique. Donc finalement, ce qu'il reproche à la virilité, on peut lui reprocher. C'est presque comique et en même temps assez triste. Voilà. C'est la meilleure manière de définir sa déclaration. Donc voilà, pour la première place. C'est assez inattendu, je me répète, hein, mais bon, finalement, je pense qu'elle n'est pas volée. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.